Le manque de talent n'a jamais empêché personne de réussir. Le vrai problème, c'est le manque de méthode. Des milliers de personnes échouent chaque jour par simple désorganisation personnelle. La réussite n'est pas une question de chance, c'est une science. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec un monument de l'efficacité humaine, la technique du succès d'André Muller. Si vous êtes un lecteur exigeant, sachez que sur cette chaîne, on lit les livres comme nulle part ailleurs. Chaque œuvre devient une expérience immersive unique, portée par cette voix grave et une ambiance sonore hypnotique. Abonnez-vous et activez la cloche, car n'oubliez jamais, le savoir est une arme et le chemin commence ici. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et laissez-vous guider. C'est parti. Introduction. La méthode dont j'entreprends à cet instant l'étude n'est pas difficile, car la réussite elle-même n'est pas difficile. La réussite est à la portée de tous. Et si tous ne réussissent pas, c'est qu'ils n'ont pas tous voulu réussir. La plupart n'ont pas voulu, ne veulent pas la réussite. Ils se bornent à en rêver, à l'attendre de tous et de tout, sauf d'eux-mêmes et de leur action. Celui qui rêve et qui attend ne peut aller qu'à l'échec. Seul celui qui veut et qui agit recevra ce qu'il est, au moyen de sa volonté, au moyen de son action, en droit d'attendre, et qu'il n'attendra d'ailleurs pas longtemps. Le présent ouvrage est un guide en vue de l'action et non un recueil de recettes dispensant d'agir. L'action est l'effet de la volonté de celui qui a décidé que sa vie dépendra essentiellement de lui-même, de celui qui a compris qu'il est responsable de sa vie et que, quelle qu'en soit la trame, il ne pourra finalement s'en prendre qu'à lui-même. Car, que je prenne ou non mon destin en main, j'irai exactement là où mes initiatives ou mon absence d'initiative m'auront conduit. Si je ne conduis pas ma vie, d'autres la conduiront à leur guise. Si je ne forme pas mes projets, si je n'agis pas en vue de leur réalisation, d'autres m'imposeront les leurs. La liberté, cela se prend, cela se conquiert, cela se défend par l'action et en vue de l'action. La liberté, cela ne signifie pas certes absence de subordination, car qui à ce compte-là serait vraiment libre? Cela signifie que je sais exactement où je veux aller et que je fais ce qu'il faut, tout ce qu'il faut, pour y arriver dans les meilleures conditions possibles. Cela signifie que je suis candidat au succès complet, que j'ai l'audace de décider que j'aurai ce succès. La fortune s'offre rarement aux modestes. Il faut un certain degré d'outrecuidance pour l'obtenir. Il faut avoir l'audace de décider qu'on aura une existence hors série. Décider qu'on aura une existence hors série, c'est accepter tous les actes qu'il faut accomplir pour justifier cette décision. Ceux qui pensent qu'il y a des êtres hors série et des êtres comme tout le monde, et qui se rangent dans cette deuxième catégorie, sont en réalité non pas des êtres comme tout le monde, mais tout simplement des êtres qui n'osent pas regarder en face tout ce qu'il leur faudrait faire pour assumer un destin hors série. Ce sont des êtres qui reculent devant l'action et qui, sans qu'ils en soient pleinement conscients, ont préféré s'inculquer l'idée que la vraie action, les vrais efforts, sont réservés à une catégorie d'êtres qui accomplissent apparemment leur destin sans effort. Or, rien n'est plus inexact. L'étude de la vie de ceux ou de celles qui ont réussi, ou même brillamment réussi, montre au contraire qu'il s'agit souvent de personnes qui, au départ, n'avaient rien de plus que les autres, mais qui, de toute évidence, à un moment donné de leur existence, ont eu le courage, l'audace de prendre leur destin en main. On pourrait citer d'illustres destins dus entièrement à un tournant psychologique de ce genre. Mais ce serait inciter à croire qu'il s'agit de cas exceptionnels, alors que précisément cet ouvrage s'attache à détruire le mythe de l'homme extraordinaire. Regardons tout simplement autour de nous dès ce jour, regardons ceux qui vont de l'avant. Ont-ils réellement quelque chose de plus que les autres? Non. Ils ont, tout simplement, décidé un beau jour que cela ne continuerait pas comme par le passé, qu'il y aurait un mieux, qu'il y aurait autre chose. Et ils se sont attachés à ce mieux, ils en ont fait leur préoccupation dominante, presque leur idée fixe. Ils ont eu le courage de faire tout, absolument tout ce qui était nécessaire pour que ce mieux se réalise.
Chapitre 1. Pourquoi et comment avoir une bonne opinion de moi? J'inspire confiance aux autres dans la mesure où j'ai confiance en moi. Cette confiance est l'une des clés de la réussite. Or, il est facile d'avoir confiance en soi si l'on veut bien se pénétrer de quelques idées élémentaires. Je dois d'abord comprendre que les êtres de valeur sont, plus que d'autres, sujets à ce que l'on a coutume d'appeler le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité est en réalité bon signe, signe que l'on possède une haute échelle de valeur. Par référence à l'idée que l'on se fait d'un être accompli, on a tendance à se sous-estimer. On est enclin à se critiquer, à se découvrir toutes sortes d'imperfections. Or, il n'y a aucune raison pour que le sens critique conduise au découragement. Il doit, au contraire, avoir une action bienfaisante. D'une part, parce qu'il démontre que l'on possède le sens des valeurs, d'autre part, parce que cette critique, une fois reconnue pour un bon signe, me donnera non plus de la crainte, de l'appréhension, mais au contraire de la force, du courage. Dans le fond, celui qui n'a pas une bonne opinion de soi est souvent celui qui a peur d'avoir cette bonne opinion. Il a peur d'une opinion positive parce que cette opinion conduit, ou bien à agir, ou bien à se considérer comme responsable des conséquences de l'inaction. Celui qui pense « il m'est supérieur » sous-entend qu'il veuille ou non l'admettre. Il est donc inutile que j'essaye de faire ce qu'il fait. En d'autres termes, je puis me dispenser d'agir. Il pense encore, il a réussi parce qu'il était fait pour réussir. Il a tel ou tel trait de caractère, tel ou tel talent. Sous-entendu, je n'ai pas, moi, ce trait de caractère ou ce talent. En d'autres termes, je puis donc me dispenser d'agir comme lui. D'une manière très générale, avoir une mauvaise opinion de soi est l'indice parfois d'une certaine paresse que je puis surmonter, comme toute paresse, par un commencement d'activité. En agissant, je m'ôterai le temps de ruminer mes prétendues insuffisances. Je me rendrai vite compte, au vu des résultats de mon action, combien ces insuffisances étaient imaginaires. Elles étaient la simple manifestation d'une tendance au moindre effort. En résumé, être critique à son propre endroit est à la fois un bon signe, signe d'exigence due à une haute conception qu'on a de la perfection, et un bon moyen de faire réellement de grandes choses, à condition d'en faire une incitation à l'action. Celui qui, par exemple, en voyant le résultat d'une de ses actions juge que ce résultat n'est pas bon, a deux réactions possibles. Première réaction, la réaction paresseuse. Il dira « Oh, ce n'est pas bien, donc je ne suis pas apte à cela. Inutile de continuer. » Deuxième réaction, la réaction qui mène au succès. Il dira « Ce n'est pas encore ce que je voulais. Il faut améliorer, recommencer si nécessaire, mais j'obtiendrai forcément ce que je veux. » Ce qu'il importe de souligner, c'est que le réflexe « ce n'est pas bien » se produit très souvent lorsqu'un être de valeur s'interroge sur le résultat de ses activités. De très grands esprits ont ainsi examiné leur ouvrage avec, d'abord, une certaine déception. Ce n'était pas ce qu'ils voulaient, ils étaient exigeants envers eux-mêmes. Ils ont corrigé, travaillé, amélioré, ne se tenant jamais pour battus. Ce qui serait ridicule, décevant, ce serait d'abandonner en cours de route, parce que l'on n'est pas satisfait des premiers résultats, alors que précisément, cette insatisfaction montre que l'on est capable de l'effort supplémentaire qui mène à la réussite. Aucune œuvre de quelque valeur n'aurait vu le jour si son auteur n'avait employé son sens critique au perfectionnement de l'ouvrage. Il est des personnes qui, avant d'avoir commencé une activité, décrètent « Je n'ai pas le talent, pas les capacités nécessaires », simplement parce qu'ils surestiment le talent ou les capacités nécessaires. Il en est à qui l'on offre une place, une fonction, une promotion, et qui refuse, apeuré, ne s'estimant pas prêt, ne s'estimant pas compétent, alors que pourtant le fait qu'autrui les juge aptes devrait les faire réfléchir. En réalité, il faut toujours saisir sa chance, sauter sur l'opportunité. Il faut toujours s'estimer apte, quitte à redoubler ensuite d'efforts pour être vraiment prêt.
Ne décidez pas que vous n'avez pas de talent, pas de capacité, parce que tout homme a beaucoup de talent, a les capacités les plus diverses. Normalement, ces talents et capacités le poussent dans la bonne voie. Le talent et les capacités ne manquent pas. Ce qui manque le plus, c'est la foi dans ce talent, dans cette capacité, la foi, c'est-à-dire la conscience d'être tenu, du fait même de l'existence de ce talent, de faire les efforts nécessaires pour le manifester, pour le développer, pour en tirer le meilleur parti possible. Capacité oblige. Est-ce pour cela que certains n'osent pas s'affirmer leur capacité? Celui qui a le courage d'affirmer son talent devient, par là même, apte à développer son talent. Ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement ceux qui ont le plus de talent, de capacité, mais sont ceux qui osent affirmer qu'ils ont du talent, c'est-à-dire ceux qui assument leur talent et n'ont pas de repos avant de l'avoir fait percer sous une forme ou une autre, et qui ne s'avouent jamais vaincus. Un simple exemple, Hervé Bazin raconte que dans sa jeunesse, il avait publié 2 livres dont il ne donne jamais les titres, car il les a fait pilonner tous les 2. Il déclare « C'était complètement idiot, n'en parlons plus. Je luttais alors pour percer, je n'y suis arrivé que 15 ans plus tard. » En réalité, ceux qui échouent sont ceux qui, tout en ayant certaines aptitudes, n'osent pas affirmer ces aptitudes ou n'osent pas les affirmer avec suffisamment de persévérance. Comment pourrais-je avoir une mauvaise opinion de moi? Il ne pourrait s'agir que d'un malentendu ou d'un prétexte. Comme le mouvement se prouve par la marche, la valeur se prouve et s'entretient par l'action. Le doute, loin de me décourager, doit donc m'inciter à agir. Il doit devenir mon plus puissant stimulant. Je fais ce que je suis tenté de faire, suffisamment tenté pour y consacrer de grands efforts. Ce que mes aptitudes me poussent à faire, je m'y donne tout entier, sans relâche, sans mesurer ma peine. Lorsque je suis mécontent du résultat, je recommence autant que nécessaire. J'épuise toutes les possibilités de mon action avant de décider qu'elle était vaine. C'est mon opinion sur l'action, c'est ma pensée qui créera le résultat. C'est parce que je crois en moi et en mon action que tout, absolument tout me sera possible. Je cesserai dorénavant toute autocritique stérile. Chaque fois que je pensais du mal de moi, j'ancrais en moi-même une idée négative qui non seulement paralysait mon action, mais par la suite se reflétait dans mes attitudes, mes actes, ma manière d'être. Je m'interdis formellement de me critiquer, non seulement en pensée, mais également en parole. Jamais, en face d'autrui, je n'émettrai une opinion négative sur ma propre personne, aussi anodine soit cette opinion. Non seulement de telles paroles négatives influencent défavorablement autrui, mais aussi et surtout, elles m'influencent défavorablement à mon propre égard. La critique n'a de sens que lorsqu'elle est constructive. Je ne dirai donc pas « j'aurais dû faire ceci ou cela », je le ferai à la prochaine occasion. Je m'interdis de penser et à plus forte raison de dire « je ne suis pas ceci, je n'ai pas cela ». Je fais les efforts qu'il faut et, par conséquent, je me dis, je pense, je serai ceci, j'aurai cela. Je bannis de mes pensées toute négation, en la remplaçant par l'affirmation de ce qui sera réalisé grâce à mon action. Ainsi, en n'accueillant que des pensées positives, des pensées d'affirmation, des pensées de devenir, non seulement j'affirmerai ma personnalité et j'aurai de plus en plus confiance en moi, mais encore, je me contraindrai à réaliser mes pensées positives. À les réaliser d'ailleurs en toute facilité, car ainsi que nous allons le voir dans le chapitre suivant, la pensée a son propre pouvoir créateur, qui me poussera là où je veux aller. L'essentiel du chapitre 1. 1. Le complexe d'infériorité est bon signe. 2. Celui qui n'a pas une bonne opinion de soi est en général celui qui a peur d'avoir cette bonne opinion, parce qu'elle pousse à agir ou à se sentir responsable. 3. Avoir une mauvaise opinion de soi et, par contre-coup, une trop bonne opinion d'autrui est parfois l'indice d'une certaine paresse, que je puis surmonter par un commencement d'activité. 4. Être critique à son propre endroit est à la fois un bon signe et une bonne chose, à condition d'en faire une incitation à l'action. 5. Il serait ridicule d'abandonner une action parce qu'on n'est pas satisfait des premiers résultats, alors que précisément, cette insatisfaction montre qu'on est capable de l'effort supplémentaire qui mène à la réussite.
6. Il faut toujours saisir sa chance, sauter sur l'opportunité. Il faut toujours s'estimer apte, quitte à redoubler ensuite d'efforts pour être vraiment prêt. 7. Tout homme a beaucoup de talent, beaucoup de capacités, et normalement, ces talents et capacités le poussent dans la voie du succès, s'il veut bien persévérer et utiliser son sens critique dans le sens du perfectionnement et non de l'abandon. 8. Capacité oblige. Est-ce pour cela que certains n'osent pas s'affirmer leurs capacités ? Ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement ceux qui ont le plus de talent, d'aptitude, chacun en a dans de nombreux secteurs, mais ceux qui osent s'affirmer qu'ils ont tel talent, telle aptitude, et qui ne s'avouent jamais vaincus. 10. La valeur se prouve et se crée par l'action. Le doute, loin de me décourager, doit donc m'inciter à agir. 11. J'épuise toutes les possibilités de mon action avant de décider, par fatigue, par lâcheté, qu'elle était vaine. 12. Je cesse toute critique stérile à mon égard. Voilà pour les clés essentielles de ce premier chapitre. Ce livre nous réserve encore de grandes révélations et les prochains chapitres arriveront très vite pour compléter notre lecture, juste avant que l'on ne se lance dans un tout nouvel ouvrage. Si vous ne voulez pas manquer la suite de ce voyage, rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne. Et pour la suite, c'est déjà à vous de jouer. Quel est le prochain livre que vous aimeriez que l'on explore ensemble après celui-ci ? Dites-le moi dans les commentaires, je lis attentivement toutes vos suggestions. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, le savoir est une arme et le chemin commence ici.